Bienvenue au service d'information du gouvernement. Et mesdames, messieurs de la presse, chers journalistes, pour les échanges avec le gouvernement de ce lundi 11 avril 2022, vous allez pouvoir aborder toutes les questions d'actualité nationale. Le ministre porte-parole du gouvernement, M. Wenkuni Joël Bilgo, n'est pas seul. Nous recevons avec lui le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, M. Wendata Barthélémy Kéré, et le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, M. Abdoulaye Tal. Avant d'entamer donc les échanges, recevons le porte-parole du gouvernement pour une déclaration liminaire comme c'est de coutume. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre présence à ce point de presse de ce lundi 11 avril 2022. Comme vous le savez, notre pays est confronté à une crise sans précédent, une crise sécuritaire profonde depuis plusieurs années. Face à ce défi sécuritaire, empreint de peine et de douleur pour notre pays, et face aux récents événements qui ont encore endeuillé les familles du Burkina Faso, je vous prie d'observer une minute de silence pour les victimes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes, dans la dynamique donc de transparence dans laquelle s'inscrit donc le gouvernement, il est de notre devoir de rendre compte et d'expliquer aux populations l'intérêt et l'opportunité d'un certain nombre de décisions prises par l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, nous mettons à votre disposition les ministres en charge de la justice et en charge du commerce. Tout d'abord, donc, le ministre en charge du commerce va échanger avec vous sur quelques questions liées à la crise alimentaire, à l'inflation des prix des denrées alimentaires. Et le ministre de la Justice, ensuite, s'entretiendra avec vous sur les récents événements de Beguedo, en lien aussi avec l'extrémisme violent qui est un fait grandissant dans notre pays. Donc, sur ce, je laisse donc la parole au ministre du Commerce pour s'entretenir avec vous sur la question de la flambée des prix des denrées alimentaires. Merci. L'intervention portera surtout sur les priorités du moment en lien avec la hausse généralisée des prix. Et parlant de hausse des prix, on va d'abord parler de nos céréales, celles qui sont produites chez nous. Et comme vous le savez, la campagne agricole passée a enregistré un déficit. Déficit qui est lié d'abord à des questions climatiques, notamment des inondations dans certaines zones et aussi de la sécheresse dans certaines zones. Il y a eu aussi des abandons de surfaces cultivables liés à la crise et aux défis sécuritaires. On estime à peu près à 450 000, et comme vous le savez, les hectares qui n'ont pu être exploités pour cette raison. Ce qui a engendré à peu près un déficit de 461 000 tonnes. Et vous savez que le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et lorsque la demande est insuffisante, le prix de l'offre augmente. Et maintenant, face à cette situation qui engendre des difficultés pour nos populations, le gouvernement a entrepris un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures-là, il y a l'interdiction de l'exportation des céréales et de la farine. Il y a également l'ouverture de boutiques témoins de la part de la SONAGES. Et ces boutiques-là permettent d'offrir des vivres à des prix subventionnés. Et si je ne m'abuse, je crois que le sac de 50 kg est offert à 6 000, mais naturellement à des personnes démunies, donc celles qui ne peuvent pas s'en procurer au prix du marché.
Et l'objectif, c'est d'en arriver à une centaine de boutiques d'ici là. Il y a aussi l'approvisionnement du stock de la SONAGES pour la gestion de la sécurité, donc stock de sécurité. Il y a un montant de 3 milliards qui a déjà été mobilisé. Il y a un autre montant plus conséquent qui est en train d'être mobilisé, mais il y a aussi des actions en direction de divers partenaires qui sont en cours pour pouvoir obtenir les vivres et donc les mettre à la disposition des populations. Il y a aussi, au niveau du ministère, donc, le renforcement du contrôle des lieux de stockage. Parce que vous savez que malheureusement, lorsque l'offre est moins abondante, il y a une tentative par certains acteurs de spéculation. Et certains acteurs sont tentés de conserver les vivres dans le but de faire grimper les prix et donc de revendre plus cher. C'est à ce titre qu'il a été décidé de la déclaration obligatoire des lieux de stockage et les services du ministère du Commerce procèdent hebdomadairement au contrôle de ces lieux. Il est vrai que ces initiatives n'ont pas réussi à endiguer la hausse des prix, mais les efforts se poursuivent. C'est un phénomène assez délicat et donc ce n'est pas facile à résoudre tout d'un coup. Mais les efforts se poursuivent pour pouvoir arriver à une solution optimale. Le deuxième point qu'on pourra aborder, ce sont les produits importés. Et parmi ces produits-là, on peut parler des hydrocarbures, qui est un produit essentiel et dont le prix impacte tout le reste. Vous avez dû remarquer, la Russie, à elle seule, produit 15% du pétrole de la planète. Et donc, lorsque un gros acteur de cette taille-là quitte le marché du fait de sanctions pour ce qu'on sait, il est évident qu'il y a un impact sur le prix, comme ce qu'on venait de dire tout de suite. Il y a non seulement un impact sur le prix, mais il y a un impact sur la disponibilité. Parce que vous pouvez avoir votre argent et ne pas avoir du stock disponible à acheter. Vous remarquerez pour le cas de notre pays, la dernière augmentation du prix à la pompe date de mars 2021, c'est-à-dire il y a un an. Et les prix fixés en mars 2021, c'était au moment où le baril faisait 65 $. En mars 2022, on a tous suivi, le baril frôlait les 130 $, c'est-à-dire qu'il a doublé. Mais les prix sont restés les mêmes. Si les prix sont restés les mêmes, alors que le prix d'achat de la matière a doublé, ça veut dire que quelqu'un supporte le supplément quelque part. Et c'est ça, les subventions. Et donc, cette situation conduit à subventionner les acteurs internes, mais même si c'est de façon marginale, à subventionner aussi quelques acteurs frontaliers. Vous pouvez regarder un peu. Chez nous, le litre d'essence fait 615, mais il fait par exemple 762 au Mali et il fait 695 francs en Côte d'Ivoire, l'essence. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Et traduire aussi les efforts que le gouvernement fait pour pouvoir maintenir le prix à la pompe, parce qu'on estime que le peuple burkinabé fait face déjà à d'énormes défis et qu'une augmentation viendrait aggraver la situation. Ensuite, il y a la farine de blé et donc le pain. Si vous prenez un peu, les prix sont passés d'à peu près 360 000 la tonne à 460 000 la tonne, 470 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a environ 110 000 qui se sont ajoutés sur le prix de la tonne sur un intervalle d'en gros 6 mois. C'est logique parce que la Russie et l'Ukraine produisent 30% du blé mondial. En tout cas, le blé exporté dans le monde. Et donc, si vous avez 30% qui sortent du circuit de commercialisation, naturellement, le prix va augmenter. Et du coup, la pression est forte sur les boulangeries. D'autant plus que le pain fait partie des denrées, donc la farine de blé et donc le pain, des denrées dont les prix sont conventionnés.
Les prix sont fixés de commun accord parce que ce sont des éléments stratégiques qui font partie de la grande consommation. Et donc, la pression est grande à ce niveau aussi, de la part des acteurs, parce qu'en cas de hausse de prix, quelqu'un supporte. Si vous rognez les marges des prestataires dans le domaine des boulangers, à un moment donné, le risque de rupture est aussi réel. Et comme je vous dis, l'objectif, c'est vraiment de nous parler franchement en tant que patriotes burkinabés et de voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour éviter des situations qui peuvent être désagréables. Il y a également le cas des huiles alimentaires et du sucre. On se retrouve face aux mêmes problématiques où on a une production nationale qui fait peut-être 60% de la consommation nationale pour l'huile et peut-être un quart pour le sucre, à peu près. Donc, le complément est comblé par des importations. Et qui dit importation, vous savez aussi que le coût du fret a plus que triplé en provenance de certaines directions. Et donc, forcément, il y a des impacts sur le prix de revient et, in fine, donc, le prix de vente au consommateur final. Donc, il y a ces questions. Par contre, le point sur lequel nous sommes vraiment exigeants, c'est le respect de la loi. C'est valable pour tout le monde. C'est ce que nous avons dit aussi aux différents prestataires. Les prix sont convenus conformément à la loi. Et toute demande de modification éventuelle doit se faire également conformément à la loi. Une autre problématique qu'on peut aborder, parce qu'elle est transversale sur la question de denrées alimentaires et de nourriture, in fine, c'est le coût des engrais. Vous remarquerez que les prix ont pratiquement triplé entre l'année passée et cette année. Qu'est-ce que cela signifie? Que non seulement ce n'est pas disponible sur le marché, mais ce qui est disponible est cher. Et si vous n'avez pas les engrais cette année pour cultiver, l'année prochaine sera encore désagréable, en tout cas en termes de disponibilité de céréales et de ce qui va avec. Donc voilà globalement la situation, pour vous dire qu'elle n'est pas facile, mais pour vous dire aussi que nous sommes là pour trouver des solutions. Les solutions peuvent ne pas être immédiates, parce que le problème est structurel et hors de contrôle de notre pays. Mais l'une des solutions, ce serait vraiment d'encourager nos populations, nos entrepreneurs, nos hommes d'affaires à produire localement, à transformer nos productions et à consommer majoritairement localement. C'est à ce prix-là qu'on pourra réduire les effets induits de l'inflation au niveau international. Si vous importez, vous subissez le prix. C'est vrai que si les prix augmentent, même les prix des produits locaux augmenteront, mais moins proportionnellement. Alors, en ce qui me concerne, au niveau du ministère de la Justice, ce que j'ai choisi d'évoquer, c'est 3 petits points. D'abord, la situation des droits humains au Burkina Faso, intégrant la perspective des restrictions des libertés évoquées par le président du Faso dans son dernier discours du vendredi 1er avril 2022. Le deuxième point, c'est, comme le disait tantôt Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, la suite judiciaire aux événements de Béguédo. Et enfin, le sort des activités judiciaires suite au départ des acteurs judiciaires de certaines localités à fort défi sécuritaire. Sur le premier point, je voudrais avant tout propos rappeler l'attachement de notre pays aux valeurs et principes démocratiques et aux droits humains contenus dans la Constitution, notre Constitution, et les instruments internationaux que nous avons ratifiés, lesquels ont été pris en considération en préambule dans la charte de la transition. Du reste, cette charte nous oblige tous à envisager l'avenir dans le respect des libertés individuelles et collectives au titre de tous les engagements qui ont été souscrits par notre pays. Vous le savez, la liste est longue, elle est même très longue. Les atteintes au droit à la vie, maintenant on parle de plus de 2000 civils et militaires tués depuis donc le début. Les atteintes au droit à l'éducation, aujourd'hui nous avons 3683 écoles fermées. Ça fait 14% des structures éducatives du pays à la date du 10 mars 2022. Nous constatons donc les atteintes au droit à la santé avec
plus d'une centaine de formations sanitaires fermées depuis lors. Le gouvernement est pleinement conscient de sa responsabilité d'assurer à tous les Burkinabés la pleine jouissance de ses droits humains. Il est également conscient que cet objectif passe par l'instauration de l'intégrité du territoire national, la restauration donc du territoire national, qui exige de nous de la solidarité, du civisme et des sacrifices. Je dois vous dire que sur cette situation des droits de l'homme, j'ai été reçu en audience dans la matinée du 30 mars 2022 à Genève par Madame la Haute Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. J'ai eu l'opportunité d'exposer les graves difficultés du Burkina Faso, frappé par cette crise sécuritaire aiguë, avec pour conséquence la grave crise économique et humanitaire. Sur ce second point relatif à la situation à Béguédo, vous avez sans doute appris et relayé le communiqué du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Tankadogo, qui a fait état que dans la nuit du 30 au 31 mars 2022, un groupe de personnes s'est adonné à des actes de violence, de vandalisme, de destruction et d'incendie de bars dans la ville de Béguédo. Le gouvernement se réjouit de ce qu'une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet et a abouti à l'interpellation d'une trentaine de personnes suspectes. Il reste attentif à l'évolution de cette affaire et ne ménagera aucun effort pour faciliter l'activité de la justice pour que les personnes qui sont reconnues coupables d'infraction à la loi pénale reçoivent la sanction qu'ils méritent. Pour le moment, le rapport du parquet du tribunal de grande instance de Tankadogo révèle que 32 personnes ont été déférées le 8 avril 2022 au parquet. Après leur audition, 9 d'entre elles, dont un mineur, ont été libérées et 23 personnes placées sous mandat de dépôt. Ces personnes sont poursuivies selon la procédure de flagrant délit pour dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, dégradation volontaire de biens par incendie, sur la base des articles 622.1 et 622.2 du Code pénal. Le procureur du Faso n'ayant que 2 semaines à compter de la date du mandat de dépôt pour les traduire devant la chambre correctionnelle, une programmation du dossier au cours de la semaine du 18 avril 2022 est envisagée. Probablement, selon mes informations, les premières audiences auront lieu le 20 avril. Quant aux personnes en fuite, il y a des avis de recherche à leur encontre qui ont été effectivement lancés et c'est le lieu pour moi de solliciter le soutien de tout le monde au niveau de la population pour faciliter qu'on puisse retrouver ces gens, qu'on puisse les interpeller et les faire subir donc la pression de la loi. Mesdames et messieurs, si à Béguédo, la justice a pu apporter la réponse adéquate aux actes de vandalisme qui y sont perpétrés, le service public de la justice rencontre de plus en plus de difficultés dans les zones que nous appelons zones à fort déficit sécuritaire, notamment Guibo, Dori, Nouna, Diapaga, Touga, Bogandé. Et je terminerai mes observations liminaires sur ce point. Les acteurs des juridictions situées dans ces zones ont pris la décision de délocaliser temporairement ces juridictions, mais poursuivre la délivrance des actes usuels. Je parle du casier judiciaire, du certificat de nationalité burkinabé, dans les sites où ils ont été délocalisés. Mon département travaille activement en ce moment, avec la contribution de nos partenaires au développement, sur le déploiement d'un logiciel de gestion de ces actes usuels qui permettra à terme le traitement et la délivrance des actes sans que les demandeurs situés à tous les points du pays ne soient obligés de se déplacer hors du ressort de leur juridiction. Vous l'avez dit, vous l'avez souvent répété, et nous en convenons tous que c'est une situation qui est extrêmement difficile. Mais nous devrons y arriver, nous allons y arriver avec l'aide de tous et notamment avec l'aide de nos partenaires. Je vous remercie. Je suis Issa Sigiré du journal Le Pays. Je commence d'abord par le ministre en charge du commerce. Jusqu'à un passé récent, votre ministère est un peu en charge de la production de coton, alors que c'est un produit qui dépend aussi des engrais dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que la crise en Russie et en Ukraine ont un impact sur la campagne prochaine qui se prépare? La deuxième question est adressée au porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui même, on apprend que, selon notre confrère Omega, que la mine de Taparco vient de fermer boutique, si je peux m'exprimer ainsi.
Alors, est-ce que le gouvernement se prépare déjà à de telles situations quand on sait que ce sont des Burkinabés qui seront mis, ne serait-ce que temporairement, au chômage? Enfin, Monsieur le ministre de la Justice, le Burkina tient au respect de ses engagements en ce qui concerne les droits humains, alors que dans le même temps, l'ancien président est toujours, selon ses proches, toujours privé de liberté, alors qu'officiellement, il n'y a pas une charge qui pèse contre lui. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction? Je vous remercie. Moi, c'est Hervé Dapa de la télévision BF1. Vous avez dit que ce que vous avez décrit ne veut pas dire que les prix vont augmenter. Je veux parler des prix des hydrocarbures et des prix du pain. Est-ce que cela veut dire que les prix ne vont pas augmenter? Ma deuxième question concerne le contrôle des prix. Qu'est-ce que le ministre en charge du commerce entend mettre en œuvre comme ensemble de mesures pour que le contrôle des prix des denrées soit effectif et puisse avoir un impact sur la question de l'augmentation des prix? Merci. Moi, c'est Amadou Ouedraogo du journal Minute.bf. Ma question est adressée au ministre de la Justice. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez bien affirmé qu'il y aurait l'état d'urgence sur tout l'ensemble du territoire national? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela implique concrètement? Merci. C'est Kouzongo de la RTB Télé. J'ai 3 petites questions. 2 questions à l'endroit du ministre du Commerce et une question à l'endroit du ministre de la Justice. À quoi les Burkinabés doivent s'attendre les jours à venir? La deuxième question, c'est sur le contrôle des prix. S'il est vrai que le gouvernement a pris des décisions pour fixer donc, les prix en ce qui concerne donc, les produits de première consommation, la réalité sur le terrain est tout autre. Qu'est-ce qui explique le fait que le gouvernement n'arrive pas à faire appliquer voilà, ces décisions-là? Ma troisième question est adressée au ministre de la Justice. Alors, le procès Thomas Sankara a rendu donc, son verdict la semaine dernière. Des personnes reconnues coupables ont été condamnées. Le tribunal a encore réactivé, si je peux me le permettre, on va dire, les mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Yacine Kafando. Qu'est-ce qu'il en sera fait de ces mandats d'arrêt-là? Abdou Karim Saoudogo de l'Observateur Palga, et ma question s'adresse au porte-parole du gouvernement. Samedi dernier, sur le coup de 17h, nous avons vu une quarantaine de camions chargés donc, en tout cas avec à leur bord des populations qui visiblement fuient Djibo. Cela a donné lieu à beaucoup de spéculations. Alors nous avons l'occasion d'avoir le porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il peut en tout cas éclairer notre lanterne là-dessus? Alors pour le coton, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, les commandes ont été passées. C'est-à-dire que les sociétés cotonnières ont initié le processus d'appel d'offres qui ont conduit à l'octroi des marchés pour la livraison d'intrants agricoles. Maintenant, là où la question se pose, c'est le prix. Le prix auquel les fournisseurs vont livrer ne peut être un prix autre que le prix de revient, plus leur marge. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, comment l'État burkinabé doit faire ou va faire pour que le prix auquel ces intrants seront cédés aux producteurs leur permette de produire et d'être rentables? Pour ce qui est des hydrocarbures et du pain, on est tous d'accord aujourd'hui que le Burkina, dans l'UEMOA, dans la CEDEAO et parmi ses 6 voisins, possède le carburant, l'un des carburants les moins chers. On est tous d'accord. Et donc, l'État fait un énorme effort pour que le prix reste là où il est, afin de soulager la population burkinabé. Maintenant, l'espoir, c'est que les choses se tassent et que
et les prix sur le plan international reviennent à la baisse. Voilà ce que je peux dire sur ces questions. Sur le pain, nous avons la même problématique. Nous avons des acteurs qui risquent l'asphyxie parce que le coût a augmenté de plus de 33%. On sait très bien que personne d'entre eux ne fait une marge de 33%. Et donc, s'ils continuent à rouler à perte, ce qui va se passer, ils vont fermer. Et comme je vous dis aussi, sans préjaser du résultat des discussions qui sont actuellement en cours au ministère, on vous tiendra au courant des résultats des discussions. Vous avez parlé aussi des contrôles. Alors, les contrôles, ils sont dissuasifs, préventifs. On a à peu près 300, un peu plus de 300 agents contrôleurs. C'est à peu près le nombre de communes au Burkina. Donc ça vous donne une idée que malgré notre bonne volonté, malgré tous les efforts que nous allons déployer sur le terrain, on ne sera pas en mesure d'attraper tous les fraudeurs. Mais on sera en mesure d'attraper certains, les plus significatifs, et de les sanctionner à la hauteur de la loi. Sinon, quelles que soient les mesures prises, si les prix augmentent à l'international, il y aura une répercussion sur le plan national et on aura tous des vertiges à devoir gérer ces questions-là. Mais en attendant, le gouvernement tient à faire des efforts afin que le produit soit disponible et que ce soit à la portée du Burkinabé moyen. J'ai retenu 3 questions qui me sont adressées. Au niveau du gouvernement, nous n'avons pas un problème de liberté du président. Nous avons un problème de gérer la sécurité du président Roch-Marc Christian Kaboré. Vous l'avez entendu, il a rejoint son domicile. Les dispositions sont en cours pour ce qui concerne donc sa sécurité. Alors, l'état d'urgence. Alors, il faut savoir que l'état d'urgence, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'état d'urgence, donc il y avait une ancienne loi de 1959 et en 2019, cette loi a été remplacée par effectivement une nouvelle loi sur l'état d'urgence qui a été effectivement décidée sur 14 provinces au niveau donc du Burkina Faso. Et puis depuis lors, ça a été effectivement prorogé par l'Assemblée nationale. Mais l'article 7 de la loi qui réglemente l'état d'urgence précise qu'en cas de démission du gouvernement ou en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, l'état d'urgence prend fin. L'état d'urgence ayant donc pris fin avec 15 jours après effectivement la dissolution du gouvernement, il y a lieu effectivement que les dispositions pratiques soient prises pour la remettre en place, pour permettre effectivement de traquer les terroristes. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est la lutte contre les terroristes. N'inversons pas les choses. Alors, et le président Compaoré a été condamné à perpétuité. Vous me demandez quelles sont les dispositions qui sont prises pour son extradition. Je crois savoir que lorsque effectivement cette décision est rendue, il y a un délai de recours de 15 jours. C'est lorsque la décision est définitive qu'on peut effectivement se permettre donc de parler de ces choses-là. Dans tous les cas, pour le moment, on n'est pas donc à ce niveau. Et si effectivement les personnes qui ont été condamnées exercent leur voie de recours, on suivra également la justice pour que la justice tranche sur cette question-là. Lorsque les questions d'extradition vont venir, comme vous l'avez suivi, on va effectivement continuer de la même manière. Vous avez appris qu'effectivement il y a un mandat d'arrêt qui avait été effectivement lancé contre Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est de nationalité ivoirienne et l'État de Côte d'Ivoire a refusé son extradition. C'est un principe qui est en vigueur. Il arrive effectivement qu'il y ait dérogation, sinon aucun État n'extrade son national. Mais en tout état de cause, s'il y a lieu, évidemment, le Burkina Faso prendra donc ses responsabilités de ce point de vue. Alors, j'ai été interpellé sur la question de Abdou Karim de l'Observateur sur les camions, une quarantaine de camions. Oui, et vous avez dû le remarquer également, vous qui êtes journaliste à l'Observateur, que des sources sécuritaires ont affirmé, en réalité, samedi soir à l'AIB, que les images des camions transportant des personnes présentées comme des déplacés fuyant Djibo pour Ouagadougou ont été sorties de leur contexte. En réalité, de cette même source sécuritaire, notamment le ministère de la Défense, il y a à peu près 2 semaines, l'armée a organisé le ravitaillement de la ville de Djibo, dont des terroristes semblaient avoir
coupés du reste du territoire. Ce genre d'opération se fait souvent, régulièrement, pour d'autres villes également, sous escorte militaire, et ça permet à des commerçants de pouvoir ravitailler ces villes-là et aussi de pouvoir assouplir un peu la difficulté que vivent les populations dans ces villes-là. Donc cette information a été donnée. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que les informations, en réalité, prennent le même canal que l'intox, l'infox et la mauvaise information. Et c'est de votre devoir, vous les journalistes, vous les médias crédibles, de porter la bonne information aussi rapidement que possible au Burkinabé. Je pense que j'ai été interpellé sur la question de la fermeture de la mine de Taparko. C'est une décision nouvelle, nous la prenons au même titre que les journalistes. En tout état de cause, le ministre des Mines, qui n'est pas là aujourd'hui, travaille sur le dossier et nous reviendrons dans les jours à venir avec de plus amples informations pour vous. Et tout ce que l'État peut faire, c'est de garantir justement le droit des salariés dans ce genre de cas-là, garantir que les travailleurs soient dans leurs droits et que cette fermeture, en tout cas, se fasse conformément aux règles en vigueur. Et donc ça, c'est le message que je peux vous donner par rapport à la mine de Taparko. Et dans les jours à venir, certainement que vous aurez plus amples informations sur cette fermeture-là. En tout état de cause, notre objectif commun, c'est la sécurisation de l'ensemble du territoire, parce que sans elle, en réalité, nous sommes avachis et à genoux. Et ça appelle en nous, tous les Burkinabés, beaucoup de courage et surtout l'unité. L'unité et la vision, parce que le seul objectif qui nous reste aujourd'hui, c'est de recouvrer notre liberté, l'intégralité de notre territoire, pour redonner au Burkina Faso la paix légendaire dont il jouissait il y a de cela quelques années. Encore, nous l'avons dans nos mémoires. Merci, mesdames et messieurs. Pour les questions d'actualité avec le gouvernement, nous avons reçu aujourd'hui le ministre porte-parole du gouvernement, M. Wenkouni Lionel Bilgo, le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, M. Wendata Barthélémy Kéré, et le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, M. Abdoulaye Tal, pour toujours vous permettre de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale. Et dans un souci de transparence dans l'action gouvernementale, le gouvernement vous donne donc rendez-vous très prochainement pour d'autres questions d'actualité avec des membres du gouvernement. Bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Au revoir.